Hans Jeschonnek, il fut l'étoile montante de la Luftwaffe. À seulement 38 ans, il atteignit le sommet, nommé chef d'état-major de l'aviation allemande. Une carrière fulgurante, symbole de la nouvelle génération d'officiers que le Reich voulait mettre en avant. Mais derrière l'image du stratège brillant se cachait un homme pris au piège d'une guerre qui dévorait tout. En 1943, alors que les bombardiers alliés transformaient chaque ciel allemand en champ de bataille, Jeschonnek se retrouva face à une crise dont il ne pouvait s'échapper. Son destin allait basculer. Voici l'histoire de son ascension, marquée par la discipline et l'ambition, et de sa chute tragique, symbole des illusions brisées de la Luftwaffe. Né le 9 avril 1899 à Inneroklau, une ville de garnison de la province de Posen, alors sous l'Empire allemand, Jeschonnek grandit dans une famille militaire. Très tôt, son chemin semblait tracé. À 14 ans à peine, il intégra l'école des cadets prussiens de Naumbourg, où la rigueur et la tradition forgeaient les futurs officiers. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, il n'était encore qu'un élève. Mais dès 1916, il rejoignit l'armée comme aspirant. Il servit dans l'artillerie, une arme exigeante, où chaque décision devait conjuguer précision technique et coordination parfaite. Durant les dernières années de la guerre, il s'orienta vers l'aviation. Bien qu'il n'ait pas participé à des combats importants en tant que pilote avant l'armistice, cette première expérience de l'aviation militaire marqua un tournant dans sa carrière. Après la défaite de l'Allemagne en 1918, Jeschonnek, comme beaucoup de jeunes officiers, se trouva confronté à un avenir incertain dans une nation privée de son armée de l'air par le traité de Versailles. Malgré les réductions massives d'effectifs imposées à l'armée allemande, Jeschonnek fut l'un des rares à rester dans la minuscule Reichswehr. Il resta d'abord dans les unités d'artillerie, mais les années 1920 offrirent des opportunités à ceux qui s'intéressaient à l'aviation. L'Allemagne, à qui il était interdit de constituer une armée de l'air, maintenait des programmes secrets de formation de pilotes à l'étranger, notamment en Union soviétique. Les compétences techniques de Jeschonnek et sa volonté de participer à ces activités clandestines le placèrent parmi le petit cercle d'officiers qui préparèrent la naissance de la Luftwaffe. Au début des années 1930, avec l'arrivée au pouvoir du parti nazi et le réarmement en cours, la carrière de Jeschonnek connut un essor considérable. Lors de la création officielle de la Luftwaffe en 1935, il fut muté dans cette nouvelle armée. Sa réputation d'officier discipliné et intelligent attira l'attention des commandants supérieurs. L'un des plus importants était le général Walter Weber, premier chef d'état-major de la Luftwaffe. Weber appréciait la planification à long terme et voyait le potentiel du jeune officier, qui devint rapidement un protégé de confiance. La mort subite de Weber dans un accident d'avion en 1936 laissa un vide au sein de la Luftwaffe. Pour Jeschonnek, la perte de son mentor fut à la fois personnelle et professionnelle, mais elle lui offrit aussi des opportunités inattendues. En un an, son ascension constante et son talent pour le travail d'état-major le placèrent à un poste à immense responsabilité. En février 1937, Jeschonnek fut nommé chef d'état-major de la Luftwaffe. À seulement 38 ans, il devint l'un des plus jeunes généraux des forces armées allemandes. Cette promotion choqua nombre de ses pairs, mais sa réputation de discipline, d'intelligence et de loyauté envers l'autorité convainquit Hermann Göring qu'il était l'homme idéal pour contribuer à l'avenir de la Luftwaffe. Dès lors, il devint l'une des figures clés de la puissance aérienne allemande à la veille de la guerre. Jeschonnek travailla en étroite collaboration avec Ernst Uday, la flamboyant de la Première Guerre mondiale qui supervisa le développement technique. Les deux hommes avaient des personnalités très différentes. Uday excellait dans le charme et l'improvisation, tandis que Jeschonnek était méthodique et intense. Ensemble, cependant, ils contribuèrent à définir la doctrine de la Luftwaffe. Jeschonnek soutenait que la puissance aérienne devait se concentrer sur le soutien direct des opérations terrestres, privilégiant le bombardement tactique et la puissance des chasseurs au bombardement stratégique à longue portée. Il s'opposa au projet de bombardier Ural de Weber, qui prévoyait des bombardiers lourds capables de frapper profondément en territoire ennemi. Sa décision reflétait à la fois sa conviction des opérations offensives rapides et les contraintes pratiques liées aux ressources limitées de l'Allemagne. Cette doctrine s'avéra très efficace lors des premières campagnes de la guerre. En septembre 1939, la Luftwaffe joua un rôle décisif dans l'invasion de la Pologne. L'aviation perturba les communications polonaises, détruisit les aérodromes et soutint l'avancée rapide des blindés allemands. Au printemps suivant, les plans de Jeschonnek portèrent à nouveau leurs fruits avec les invasions de la Norvège, des Pays-Bas et de la France. La supériorité aérienne et le soutien rapproché donnèrent à l'armée allemande un avantage décisif. En juin 1940, Paris était tombé.
Aux yeux de nombreux observateurs, la Luftwaffe paraissait invincible et la réputation de Jeschonnek s'en trouva renforcée. Pourtant, sous la surface, des faiblesses structurelles étaient déjà évidentes. L'absence de bombardiers à long rayon d'action empêchait la Luftwaffe de frapper les centres industriels éloignés, une lacune qui devint évidente lors de la bataille d'Angleterre. À l'été et à l'automne 1940, l'Allemagne lança sa campagne pour briser la résistance britannique. Dans un premier temps, les chasseurs et les bombardiers allemands infligèrent de lourdes pertes, mais faute de pouvoir maintenir la pression sur les réseaux industriels et logistiques britanniques, l'offensive échoua. Lorsque Göring se concentra sur le bombardement de Londres et d'autres villes, les limites de la Luftwaffe devinrent évidentes. Jeschonnek défendit la doctrine qu'il avait façonnée, mais l'échec à vaincre la Grande-Bretagne marqua le premier revers majeur de sa carrière. Les historiens restent divisés quant à sa responsabilité. Certains affirment que le rejet par Jeschonnek du bombardement stratégique a sapé l'effort de guerre allemand, confinant la Luftwaffe à un rôle de soutien de courte portée, efficace en blitzkrieg mais inefficace en cas de conflit prolongé. D'autres soulignent que l'économie et l'industrie allemande n'ont jamais été capables de soutenir à la fois des flottes tactiques et stratégiques, et que ces choix reflétaient la dure réalité. Pourtant, à la fin de 1940, Jeschonnek était fermement établi comme une figure centrale de l'appareil militaire du Troisième Reich. Hitler lui faisait confiance, Göring comptait sur lui et il était admiré pour son intelligence, même si ses rivaux mettaient en doute sa loyauté inflexible et son manque de compétences politiques. Sa jeunesse, autrefois un atout, le distinguait désormais dans une structure de commandement dominée par des officiers plus âgés et aguerris. Le plus jeune général du Reich avait fait ses preuves, mais les défis à venir allaient le mettre à rude épreuve. Les victoires éclatantes de la Luftwaffe en 1939 et 1940 conférèrent à Hans Jeschonnek un prestige certain, mais les années qui suivirent le mirent sous pression. L'échec face à la Grande-Bretagne avait révélé les limites de la puissance aérienne allemande, et dès 1941, l'ampleur de la guerre dépassait les limites de sa doctrine. En tant que chef d'état-major, Jeschonnek assuma la charge de planifier des opérations sur plusieurs fronts, souvent sans disposer de toutes les ressources nécessaires pour satisfaire les ambitions d'Hitler. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 poussa la Luftwaffe à son point de rupture. Dans un premier temps, l'aviation allemande balaya l'armée de l'air soviétique et lança de puissantes frappes en profondeur en territoire soviétique. La stratégie tactique de Jeschonnek semblait justifiée, mais à mesure que la campagne s'éternisait, la taille même de l'Union soviétique révéla les faiblesses de la Luftwaffe. Les longues distances, les mauvaises lignes de ravitaillement et le climat rigoureux épuisaient hommes et machines. Le rêve d'une victoire rapide s'évanouissait, et Jeschonnek se retrouva contraint d'obtenir des résultats de plus en plus impossibles. Les crises de Demiansk et de Stalingrad illustrent cette pression. À Demiansk, la Luftwaffe parvint à ravitailler les troupes allemandes par voie aérienne pendant plusieurs mois. Hitler y vit la preuve que le ravitaillement aérien pouvait soutenir des armées encerclées. Jeschonnek, fidèle à Hitler, soutint l'idée, même si de nombreux commandants doutaient de sa réussite à grande échelle. À Stalingrad, alors que la 6e armée allemande était prise au piège, Hitler exigea une répétition de l'opération Demiansk. Göring promit que c'était réalisable. Jeschonnek soutint le plan, tout en sachant que la Luftwaffe n'en avait pas les moyens. Le résultat fut un désastre. La 6e armée fut affamée et la Luftwaffe perdit des centaines d'avions. La réputation de Jeschonnek en pâtit gravement, ses détracteurs le voyant comme le complice d'une catastrophe évitable. Tandis que ces échecs s'accumulaient, les tensions montaient au sein du haut commandement de la Luftwaffe. Jeschonnek se heurtait fréquemment à Erhard Milch, l'adjoint de Göring chargé de l'armement et de la logistique. Milch l'accusait de mauvaise planification et d'attentes irréalistes. Jeschonnek, de son côté, était irrité par l'ingérence de Milch. Leur rivalité créait un climat toxique, et Göring ne fit guère pour y remédier. Göring lui-même devint de plus en plus erratique, souvent déconnecté des réalités opérationnelles. Pour Jeschonnek, dont la carrière dépendait du soutien de Göring, cette position était dangereuse. Sa loyauté le liait à un supérieur qui perdait à la fois compétence et crédibilité. Pendant ce temps, la campagne de bombardements alliés contre l'Allemagne s'intensifiait. En 1942, des raids nocturnes britanniques dévastèrent Lübeck et Cologne. En 1943, les Alliés lancèrent la bataille de la Ruhr, frappant le cœur industriel de l'Allemagne. Jeschonnek peinait à organiser sa défense, mais les ressources de la Luftwaffe étaient limitées entre le front de l'Est et le Reich. Les pertes de chasseurs s'accumulaient, les réserves de carburant diminuaient et le moral s'effondrait. Les rapports faisant état de souffrances civiles accentuaient la pression,
et les exigences de Hitler en matière de résultats se faisaient de plus en plus pressantes. À la mi-1943, Jeschonnek était de plus en plus isolé. Autrefois admiré pour son brillant jeune général, il était désormais critiqué de toutes parts, par Milch, par des commandants de terrain frustrés et par les analystes alliés qui observaient le déclin de la Luftwaffe. Certains spécialistes affirment qu'il manquait de compétences politiques pour gérer ces rivalités, tandis que d'autres suggèrent qu'il était simplement prisonnier des exigences impossibles d'Hitler et de Göring. Quoi qu'il en soit, son isolement s'accentua. À l'été 1943, la carrière de Jeschonnek avait atteint son point de rupture. Les bombardements alliés s'intensifiaient et le ciel allemand devenait un champ de bataille de plus en plus meurtrier. Fin juillet, l'opération Gomorrhe, le bombardement incendiaire de Hambourg, réduisit une grande partie de la ville en cendres, tuant des dizaines de milliers de personnes et laissant les survivants sous le choc. Pour la Luftwaffe, ce fut un échec humiliant. Les chasseurs furent incapables d'arrêter les raids, et les défenses antiaériennes se révélèrent insuffisantes. Jeschonnek, en tant que chef d'état-major, portait la responsabilité directe d'une défense désormais défaillante. Au sein du haut commandement, les responsabilités se sont rapidement déplacées. Göring, qui s'était longtemps attribué la victoire de la Luftwaffe, cherchait désormais des boucs émissaires pour ses défaites. Il accusait ses subordonnés d'incompétence et de faiblesse, tandis qu'Hitler exigeait des mesures plus dures et des résultats impossibles. Jeschonnek, autrefois protégé de confiance de Göring, se retrouva acculé. Il s'était heurté à plusieurs reprises à Erhard Milch et à d'autres rivaux, et sa position dépendait de la faveur de Göring. Mais Göring lui-même était de plus en plus détaché, s'abandonnant au luxe tandis que l'Allemagne brûlait. Derrière son air sévère, Jeschonnek était déjà au bord de la rupture. Ses amis le décrivaient comme presque timide en privé, un homme qui dissimulait sa vulnérabilité derrière le sarcasme et une discipline froide. En 1943, il montrait des signes de dépression et d'épuisement. Il avoua à ses collègues que de terribles erreurs avaient été commises au sein de la Luftwaffe et craignait d'en être tenu responsable. Même Göring l'a un jour trouvé en larmes après une dépression nerveuse. Son adjudant l'avait prévenu qu'il pourrait un jour se suicider. Le 18 août 1943, la pression finit par l'écraser. La veille, des bombardiers américains avaient frappé Ratisbonne et Schweinfurt, endommageant des avions clés et des usines de roulement à billes. Cette nuit-là, la RAF attaqua Peenemünde dans le cadre de l'opération Hydra, et les défenses allemandes, désemparées, abattirent même leurs propres chasseurs de nuit. Pour Jeschonnek, ce fut une journée d'humiliation. Göring le réprimanda au téléphone, tandis que d'autres officiers remettaient ouvertement en question son leadership. Isolé, critiqué et confronté à l'effondrement de la Luftwaffe, Jeschonnek se retira dans ses quartiers. Le soir même, il se suicida. Il avait 44 ans. Une note laissée sur place disait « Je ne peux plus collaborer avec le maréchal du Reich. Vive le Führer ». Il rédigea également un mémorandum appelant à un changement à la tête de la Luftwaffe, mais Göring le confisqua, craignant qu'il ne soit perçu comme une preuve de déloyauté. La réaction des dirigeants nazis fut révélatrice. Göring, bouleversé, chercha à contenir les conséquences en organisant des funérailles avec honneur militaire à Berlin. La cérémonie était formelle, mais manquait de chaleur authentique. Peu de ses rivaux ont pleuré la perte d'un homme qu'ils considéraient comme rigide et intransigeant. Sa mort fut rapidement éclipsée par les désastres persistants auxquels la Luftwaffe était confrontée. Les historiens restent divisés sur la manière de le juger. Certains affirment que Jeschonnek était un officier d'état-major talentueux, placé dans une mission impossible, chargé de remporter des victoires alors que les ressources et la stratégie rendaient le succès inaccessible. D'autres affirment qu'il a contribué à élaborer les doctrines mêmes qui ont condamné la Luftwaffe, rejetant le bombardement stratégique et liant trop étroitement l'aviation allemande à des campagnes à court terme. Ce qui est certain, c'est que sa fin symbolisait bien plus qu'une tragédie personnelle. La chute de Jeschonnek reflète l'effondrement de la Luftwaffe. Son histoire ne concerne pas seulement un homme, mais une institution qui a connu un bref essor avant de sombrer sous le poids d'une stratégie défaillante, d'un leadership défaillant et d'une opposition massive. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur la vie des généraux allemands, découvrez nos autres vidéos. Et comme toujours, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt pour la prochaine.